Le genre de séquence que souhaitait le président de la République, très clairement, en s'arrêtant sur ce marché, parce que le trajet n'est pas simple, hein. Même ce monsieur lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici exactement ?» Encore un arrêt qui n'était pas annoncé, à l'instar de ce qui s'est passé jeudi dernier, il y a une semaine, jour pour jour, à Pérols. Le président était dans l'Hérault pour un déplacement qui, lui, était annoncé sous les huées, ou en tout cas dans un collège, et des comités d'accueil s'étaient organisés plus ou moins spontanément, parce que le déplacement avait été annoncé dans la presse locale et sur les médias nationaux. Et puis, sur le chemin de l'aéroport, on pensait qu'il repartait. Il s'était arrêté dans cette petite ville de Pérols pour prendre une bière. Et là aussi, commencer des échanges avec des gens dans le plus grand calme, à l'instar de ce qui est en train de se dérouler ici, dans ce marché de Dole. Voilà, on est dans le Jura. Absolument, un déplacement qui n'était pas du tout au programme, même si on commence à anticiper la manière dont fonctionne le président, son entourage et la volonté de produire ce type d'image, c'est-à-dire des échanges la plupart du temps francs, de gens opposés à la réforme, mais qui lui disent finalement calmement et qu'une discussion puisse s'ouvrir. Et c'est ce que cherche aujourd'hui le président de la République, l'expression consacrée, à portée de baffe, mais dans le calme. Voilà, c'est les séquences qu'aujourd'hui Emmanuel Macron veut voir se produire et se reproduire. De la proximité, mais pas de manifestants, parce que les manifestants, ils sont pas là du tout, Valérie Nataf. Les manifestants, ils sont au fort de joue, parce que c'est là, en fait, que va le président de la République. D'abord, c'est une bonne guerre, si j'ose dire, le côté irruption surprise du président de la République sur un marché. Là, pour le coup, moi qui suis assez sévère sur la communication du président, je trouve que c'est plutôt réussi. Et puis, ça va aider au récit que tient l'Élysée sur le fait que les manifestants sont en fait des groupes très organisés, des militants, alors ils disent d'extrême gauche, en tout cas, enfin c'est ce que dit l'Élysée, moi j'en sais rien, j'étais pas sur place, mais en tout cas ça ajoute au récit du président qui dit « moi je veux bien parler, mais pas avec des gens qui sont là pour me porter la contradiction. » Alors, est-ce que c'est la preuve qu'il est écouté ? On lui parle des déserts médicaux. C'était le thème de son déplacement mardi. Écoutez. Ouais. Aujourd'hui, on est obligé d'aller chez des spécialistes qui sont eux-mêmes débordés. On est obligé d'aller à Strasbourg, Dijon, voire même Metz ou Nancy quand on habite des régions comme Belfort, qui, vous le saviez, à une époque était très riche de ces industries de tout. Et aujourd'hui, on n'a plus rien. Ah bah c'est pour ça qu'une des batailles... Et c'est très compliqué parce que vous ne favorisez pas les gens qui essayent d'aller dans d'autres initiatives. Aujourd'hui, on a des petites entreprises qui essayent de se battre, qui se font... Bah, l'artisanat de manière générale. Les métiers d'art, comme d'autres métiers dans le bâtiment, ils sont sous les charges, ils n'en peuvent plus, vous le savez. Et vous auriez des leviers fiscaux que vous pourriez essayer de trouver aujourd'hui plus simples. On n'a pas arrêté de les alléger, je me suis suffisamment fait engueuler là-dessus. Je sais bien, mais vous n'allégez pas les bonnes choses. Alors dites-moi lesquelles, moi ça me... Simplement, moi je suis au régime Alsace-Moselle, on paye un peu plus pour avoir un meilleur régime. Donc aujourd'hui, vous le savez, n'est plus un meilleur régime par rapport au reste du régime français, et pourtant je paye cette surtaxe pour bénéficier de quelques avantages. Alors oui, vous êtes sur un régime un peu particulier, c'est vrai. Voilà. Mais vous pourriez opter, vous avez la possibilité d'opter pour le RSI. Vous êtes indépendante? Non, je suis un salarié. Moi. Je suis salarié et auto-entrepreneur et j'arrive pas à m'en sortir. Et en plus de ça, quand vous êtes propriétaire, vous êtes face à des banques qui aujourd'hui ne peuvent plus vous prêter. Vous savez, c'est un engrenage. Et c'est compliqué dans notre système de ne prendre qu'un morceau par un morceau. Vous devez avoir votre vision, comme vous le savez faire, globale. Bien sûr. Et ne pas prendre un morceau par un morceau en nous expliquant qu'on ne peut pas comprendre chaque morceau. Expliquer le système global, expliquer que sans ça, on ne peut pas économiser sur ça ni dépenser sur ça. Les gens, je pense, sont capables de comprendre aujourd'hui. Mais c'est ce que je souhaite. Parlez-leur comme ils sont capables de comprendre, parce que franchement, c'est agaçant. Bah non, mais moi, c'est ce que je plaide. Quand j'explique qu'on doit faire des réformes, même si elles sont impopulaires, parce que si on ne fait pas ces réformes, on ne peut pas créer de la richesse et pouvoir la redistribuer. Que travailler 2 ans de plus sans gagner plus notre vie au quotidien, on doit l'accepter. Non, il faut forcément soit qu'on gagne plus chaque mois pour accepter de travailler plus derrière. Mais vous avez parfaitement. Mais voilà, alors, je vais vous dire, qu'est-ce que j'ai fait durant mon premier quinquennat? J'ai baissé l'impôt sur le revenu des premières tranches, j'ai supprimé la taxe d'habitation. Non mais tout ça, c'est pour les gens. Mais le première tranche, vous voyez, c'est un mot qui est commercialement très bon. Non, mais la réalité des faits, c'est que la personne qui est dans la première tranche, le fait qu'elle ait plus d'impôts avec ce qu'elle avait, ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est que moi, par exemple, j'essaie de m'aider socialement, mais même mes salaires aujourd'hui ne me permettent pas de vivre suffisamment correctement. J'aimerais payer beaucoup d'impôts et gagner beaucoup d'argent, vous voyez. Non, mais baisser les impôts, c'est une réalité, parce que quand on les monte, on entend aussi. Donc on a fait tous ces gestes et on a recréé des emplois. Donc c'était le moment de faire cette réforme-là. Après, là où vous avez raison, c'est qu'il faut pouvoir gagner plus par le travail. Et donc il y a une dynamique des salaires à recréer dans notre pays et des carrières.
Ça, c'est pas le gouvernement qui fera seul. C'est pour ça qu'on a engagé cette négociation et qu'on va devoir maintenant le gérer au niveau interprofessionnel et branche par branche. Mais c'est pas le gouvernement qui va pouvoir le faire. Parce que le gouvernement, il fera pas non plus de miracle. C'est-à-dire qu'on peut pas baisser les impôts de tout le monde en gardant les mêmes services publics et en étant déjà au déficit. Ça n'existe pas. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à recréer une dynamique salariale qui peut exister parce qu'on a certains de nos voisins qui l'ont et qui arrivent à mieux payer leurs travailleurs. Bon, voilà. Donc maintenant, c'est la dynamique où on est. Mais c'est pas en passant par un RSA qui se contribue par des heures qu'on gagnera ça, parce que les tout petits emplois du coup trouveront ça injuste. Le RSA, il y aura plus de gens qui vont se mettre au RSA. Non. Faut faire attention du coup avec ce genre d'annonce. Non. Qu'est-ce qu'on a fait juste comme pour annonce le côté com, parce qu'effectivement tout le monde en parlait. Les médias relaient des tout petits bouts de ce que vous dites. Et je sais. Mais oui, ils vont tout reprendre maintenant, la totalité. Mais je partage en tout cas cette vision des choses qu'il faut essayer d'avoir un travail qui paye mieux. Rebonjour monsieur, et merci. Enchanté. Bonjour monsieur Macron, bon, oui, ça commence à être difficile. C'est vrai. On nous dit que dans le Jura, tout le chômage est plein emploi. Donc c'est très difficile de trouver du personnel pour moi où je travaille, une grande base internationale. Et vous arrivez à trouver des salariés à la mission locale et chez les jeunes? Oui, je pense qu'il y a un partenariat qui s'est fait avec la mission locale, parce qu'on a pas mal de le directeur est juste après la mission locale. On voit rien de toute façon. Ouais. Mais même j'imagine qu'il y a des jeunes qui sont peut-être loin de l'emploi qu'il faut aider. C'est ce qu'on a créé avec les contrats d'engagement jeunes. Oui, on va chercher des gens qui viennent. Comme ça, il n'y a pas de casserole au moins. Sur la totalité, je ne peux pas vous dire, mais on a une carte. Je ne sais pas combien on les retrouve. On a 40. Pardon, c'est dans les Bonjour, c'est la deuxième fois. Président, bon courage. Merci beaucoup. Ça ira bien, ça ira bien. Voilà, je comprends. Voilà, on continue donc de suivre cette déambulation impromptue, en tout cas l'effet et celui-là d'Emmanuel Macron dans ce marché de Dole dans le Jura. Ce n'était pas au programme du président de la République qui a un autre rendez-vous dans son agenda. C'est une commémoration de l'abolition de l'esclavage. Alors ça se passe à plusieurs dizaines de kilomètres de là, hein. Julien Arnaud, ce sera dans le Doubs. Ce sera au Fort de Joux, là où les manifestants savaient qu'il arrivait, là où ils l'attendent. On a vu les images aussi en direct sur LCI. L'idée, c'était de montrer, voilà, je suis capable encore d'un échange direct, franc, et plutôt réussi, en tout cas d'un point de vue de communication, de l'Élysée, réussi avec les Français. Ouais, vous aurez le château de Joux, le surplomb, la commémoration, la cérémonie officielle, ça c'est pour tout à l'heure. Là, cet arrêt, effectivement, non prévu en tout cas à l'agenda, le président lui le savait qu'il ferait cette étape-là, sur ce marché. Intéressant d'entendre les habitants qui sont là, qui l'interpellent. On a vu beaucoup sur le travail, sur le salaire, sur réformer le RSA par exemple. C'est sur ces sujets-là que les habitants ont interpellé le président. On écoute justement cet échange. Non, vous l'avez augmenté de 700 milliards, vous. Non. Vous tout seul. Non, pardon. Attendez, monsieur. Oui. Qui a été aidé pendant cette période de Covid? On a tout fermé. Non, mais monsieur, c'est pas votre argent. Non, mais non. Vous dites non. Non, mais on l'a augmenté. Regardez tous les pays européens, contrairement à d'autres périodes où la France a augmenté sa dette toute seule. Vous croyez que si les autres font du mal, nous on doit faire du mal? Non, mais on a fait quelque chose pour préserver l'activité. Mais vous avez rien préservé du tout. Si, regardez le taux de chômage qu'on a. On a continué à créer des emplois. Mais votre taux de chômage, déjà, vous avez changé le mode de calcul. On a protégé. Mais non, dites pas de bêtises. Vous avez changé le mode de calcul, donc c'est évident. Après, monsieur, les impôts, on en a baissé le taux. Mais non, regardez dans tous les documents. Mais j'ai regardé le taux de prélèvement obligatoire. On a combien? On a combien de taux de prélèvement obligatoire? On est à 48%. Mais non. Mais si, monsieur. Non, on est un peu moins. Non. Ah oui, 47,9. On l'a baissé d'un point depuis que j'ai été élu en 2017. C'est-à-dire de 20. Pardon. Est-ce que vous voulez me dire que vous prenez moins d'impôts aux Français aujourd'hui? Parce que moi, je peux vous dire les yeux dans les yeux que je prends moins d'impôts qu'il y a 5 ans. Non, vous prenez vous payez plus de taxes d'habitation? Là, je paye beaucoup plus de taxes foncières. Vous payez, c'est pas l'État, c'est les collectivités. Non, mais j'ai bien compris. Mais en espèces, oui, mais enfin, vos dotations, elles ont diminué, donc ils sont bien obligés de prendre l'argent. Non, c'est pas vrai ce que vous dites. Ah bah si, c'est vrai. Quand on regarde au niveau du pays, les impôts ont baissé. Non, vous prenez combien? Vous prenez 1080 milliards dans nos poches tous les ans. Monsieur, allez regarder, on va pas faire un débat sur les faits. Il y a un document qui est sorti hier du programme de stabilité, vous verrez. Écoutez, je sais lire. Et après, vous me dites qu'il faut s'attaquer à la dépense publique. Oui. Qu'est-ce que c'est la dépense publique?
Vous dites vous allez. Il n'y a pas d'efficience. Il n'y a pas d'efficience. Vous avez vu notre hôpital dans l'état où il est. Mais bien sûr qu'il y a on avait soi-disant le meilleur système de santé du monde. Vous avez vu où on en est. Mais pourquoi on en est, nous. Vous voyez, on est ici. Vous êtes là à l'improviste. Vous voulez que je réponde Oui, attendez, vous voulez juste haranguer. Non, alors, attendez. Ah bah tiens, répondez-moi. Notre système de santé. Alors notre système de santé, ce que vous dites qui est formidable, c'est qu'en fait vous me demandez plus de dépenses en disant ça. Ah non, parce que notre meilleure dépense, là c'est là où vous n'avez pas compris, c'est là le petit truc, l'efficience dans la dépense. Oui, mais il faut les deux. Parce que si notre hôpital est dans cette panade-là, c'est qu'on a sous-investi massivement pendant des décennies. Je suis pas d'accord avec vous. On a fait les deux. Je suis pas d'accord avec vous. On l'a désorganisé avec les 35 heures. On fait autant pour vos économies, c'est que vous l'aimiez. Tournez à droite. Tu fais quoi là? C'était par là? 50, on a donné par mois à l'hôpital des salaires qui ont augmenté de 180 à 400 euros par mois. Dites-moi quel employeur fait ça. Et ça, on l'a fait à l'hôpital. Donc, ça, c'est parti. On augmente les enseignants. Mais vous avez 40% de personnes qui ne voient pas un patient. C'est peut-être le problème aussi. Le problème, c'est que vous avez laissé la masse musculaire diminuer. Mais après, ce que je trouve formidable, c'est quelqu'un comme vous qui vient me chercher sur la dépense publique. M'accuse sur les retraites. Mais quand vous regardez le gros bloc qu'on a, ce sont nos dépenses sociales. Les 12 milliards, l'un des seuls moyens de faire de l'économie sur les dépenses courantes, c'est justement les retraites. Et il se trouve que les retraites, vous faites les deux. C'est que vous réduisez vos dépenses, vous traitez votre déficit et vous créez plus de richesse parce qu'il y a plus de gens qui travaillent. Mais je vous invite à regarder regardez les documents statistiques et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres, sur les faits. Vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, hein. Tous les jours et depuis 5 ans. Hein. Mais moi, je vous rassure, hein. Mais moi, vous me battez. J'essaie, monsieur. Un peu de respect, s'il vous plaît, c'est monsieur le président. J'essaie. Oui, non, mais il est respectueux. On n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Mais je vous dis sincèrement que ça boucle pas votre truc, ça marche pas. Ah non, mais votre truc, ça marche pas avec moi. Hein. Ah bah si. Regardez, les télés nous regardent, mais ça marche pas avec moi. Non, mais vous pouvez enfumer les Français. Mais on est quelques-uns encore éclairés. Par contre, je laisse. Je suis en train d'essayer d'enfumer. Je suis en train d'essayer de travailler d'avancer. Vous essayez pas. Vous nous enfumez depuis 5 ans. Non, monsieur. Si, mais vous avez encore 4 ans, c'est bon. Exactement. C'est le jeu, c'est la démocratie, par contre. Vous avez été élus. Voilà, les Français. C'est eux qu'on fait les cons. Hein. Allez, bonne journée à Adol. Bonne journée à vous. Regardez le chiffre sur les impôts, vous verrez ce que je vous dis. Merci beaucoup de venir ici. Ça va, Jean-Jacques? Je suis impressionné, monsieur. Je sais pas trop quoi dire. Vous êtes en quoi, vous? Moi, je suis en second. Bon, je suis assez impressionné de vous voir, monsieur. Bonjour. Ça va, tout se passe bien? Oui, ça va. Merci de venir ici. Vous allez bien? Ça va bien. On est au lycée Nodi à côté. Ouais, on a couru. Comment ça va? On a couru pour vous voir, monsieur. Et vous n'êtes pas en cours, là? Non, on a eu une étude. Et pourquoi vous avez une heure d'études? Bon, il y a des formations. C'est un prof. Et pas remplacé? Et pas remplacé? Pour le bac, oui, allez, oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on avance, monsieur le président, car le... Oui, il faut Tarlier. Monsieur, est-ce que je peux juste avoir une photo avec vous, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une photo avec vous, s'il vous plaît? Allez, venez en photo avec vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, ensuite donc en direct cette déambulation d'Emmanuel Macron. Alors parfois des échanges plutôt francs, en général plutôt bienveillants aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce qu'on a pu vivre la semaine dernière. Marie, vous y étiez, notamment mardi à ce déplacement d'Emmanuel Macron qui avait été chahuté, hué même. On est très loin de ça. Il est en train de réussir petit à petit ce pari difficile de renouer, renouer le contact avec les des Français. Conditions finalement qui le permettent. C'est-à-dire qu'on a décrit ces derniers temps un président empêché d'aller sur le terrain parce que s'organiser à partir du moment où était annoncé un déplacement, ce type de comité d'accueil. Là, personne n'est au courant et donc finalement participent de cette conversation des gens qui sont là sur le marché, qui font leurs courses entre des commerçants, des entrepreneurs, des passants, des habitants de Dole et Emmanuel Macron fait ce distinguo, il dit oui, on n'est pas d'accord, il y a eu cet échange là qu'on a écouté d'un monsieur qui lui dit vous nous enfumez depuis 5 ans mais vous avez été élu finalement, et une petite dame qui intervient en disant en gros respectez le président, il dit mais non ça va, c'est dans le respect, on n'est pas d'accord, mais voilà, et c'est typiquement les séquences que souhaite le chef de l'État et son entourage. C'est ça. Encore une fois, il faut comprendre que c'est un déplacement qui n'est pas annoncé. Les journalistes qui l'accompagnent juste pour la coulisse, qui ont pris un vol, ne savaient pas
où ils atterrissaient. Eux-mêmes n'étaient pas au courant. Donc l'objectif est vraiment jusqu'à la dernière minute que le lieu de destination ne filtre pas pour que ne s'organise finalement aucun comité d'accueil comme c'est redouté, comme on a vu, c'est déjà le cas dans la deuxième étape. Voilà, mais c'est pas non plus mise en scène, c'est-à-dire que ce sont de vrais échanges, de vraies rencontres, il y a des oppositions qui s'expriment. Vous avez raison, mais il faut quand même compter avec les faits vus à la télé. Oui. Quand vous avez un président de la République qui vient quelque part, quelle que soit la nature des échanges, quand il n'y a pas, comme le disait Marie, un comité d'accueil organisé, vous pouvez avoir des échanges rugueux. On l'a vu, quelques désaccords assez bruyants avec des termes en règle générale peu admis dans une conversation avec un président de la République, mais il y a aussi l'effet de « je parle au président de la République, à la plus haute autorité ». Donc, il y a quand même une forme, je trouve, de retenue qui ne traduit pas l'impopularité du président de la République dans les sondages. Il y a de la familiarité aussi, beaucoup, mais il l'entretient. Emmanuel Macron, il est très proche, il leur tape dans le dos, il la veut, cette familiarité. Ça aurait peut-être pas été le cas de tous les présidents de la République ou la façon dont tous auraient répondu de la même manière. Mais oui, il en joue, mais ça rejoint ce que disait exactement Marie, c'est-à-dire que c'est la séquence qu'espérer ou que réimaginer avoir l'Élysée. Et Emmanuel Macron a beaucoup parlé du bruit, des casseroles, il ne voulait pas parler avec ça. Il parlait de civisme. Certes, on peut avoir des désaccords, mais s'il y a du civisme, c'est bien, on peut l'entretenir. Ben, c'est ce qui s'est passé. Là, quand le monsieur, effectivement, dit « vous nous en fumez depuis 5 ans, vous racontez plus de bêtises que moi et Emmanuel Macron qui se met à rigoler, il se tape sur le bras. Mais vous avez été élu, la démocratie, donc il valide en quelque sorte, alors que certains, notamment lorsqu'ils manifestent avec les casseroles, peuvent remettre en cause la légitimité du chef de l'État. Là, cet opposant, parce qu'il s'oppose à Emmanuel Macron, lui dit c'est le jeu, c'est pendant 5 ans, vous avez été élu, on y va. C'est ce que voulait, c'est ce qu'aurait souhaité Emmanuel Macron. C'est pas une mise en scène, parce que j'imagine que on peut pas dire on allait chercher ce monsieur, on l'a mis devant la caméra. Non, puis on entend bien dans les échanges aussi que les questions sont réelles. Et les salaires des grands patrons, ça vous choque pas? Bah si, ça me choque. Ça valide. Sur les thématiques, vous faites bien d'en parler. Tout ce que nous met en avant l'exécutif, le gouvernement, le travail, les écarts de salaire effectivement entre les grands patrons, le partage des valeurs, notre quotidien, on parlait d'essence par exemple, d'électricité, tous ces thématiques, ça fait écho aussi à la petite phrase de Gabriel Attal. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui protestent aussi. Beaucoup de personnes ont pointé du doigt le RSA dans les phrases, c'est-à-dire que, et un monsieur a dit mais moi attendez, avec 1 200 € je me lève pas non plus à 4 heures du mat. Il y a tous ces sujets-là de la valeur et que le travail qui paye et le travail qui doit mieux payer. C'est ce que voulait l'Élysée. Là, il y en a une illustration sur ce marché. Oui, la question des salaires qui est revenue souvent. Claire Fournier, c'est une dynamique, vient de répondre à Emmanuel Macron, façon de dire. Bon, on engage la discussion avec les grands patrons. Tout ne peut pas venir non plus de l'État. C'est aussi difficile pour le président de répondre à ce genre de questions. Les gens attendent des réponses rapides. Très concrètes. Oui. Ce qui frappe, c'est que effectivement, c'est un peu le cahier de doléances avec des situations extrêmement personnelles. Alors, vous avez le petit patron qui dit qu'il a trop de charges, vous avez celui qui est sans emploi, celui qui a la retraite minimum. C'est forcé dans ce genre d'exercice. Emmanuel Macron, ce qui me frappe toujours, c'est cette obsession de convaincre. Alors il est bon, parce que à chaque fois, il élague pas, il botte pas en touche, il dit attendez, alors combien vous payez, etc. Bon, il pourrait se prendre les pieds dans le tapis aussi. La question que je me pose, c'est est-ce que ça fait changer d'avis les gens qui sont là? Je n'en suis pas sûre. Je comprends que du point de vue de l'Élysée, ce soit une séquence réussie à mettre en contraste avec ceux qui tapent sur les casseroles à quelques kilomètres de là. Mais est-ce que les gens qui sont là vont changer d'avis pour autant sur le président, vu la rupture consommée en ce moment entre le président de la République et les Français? Je n'en suis pas certaine, même si encore une fois, là, ça se passe de manière plutôt sympathique. Après, ce que j'ai relevé, effectivement, ce sont des déclarations qui brossent plutôt dans le sens du poil. Les salaires des grands patrons, ça me choque. Les rémunérations, on va en parler. Petit clin d'œil aux syndicats. Il faut que ça se fasse par le dialogue social, etc. Il remet toujours ces dossiers prioritaires sur le tapis. L'enjeu, il est énorme pour Emmanuel Macron en ce moment, dans ces séquences-là. Il totalise 47% de très mécontents dans le dernier baromètre IFOP. Il a vraiment besoin aujourd'hui de retrouver ce lien avec les Français. Oui, mais quand la question lui est posée, c'est marrant, ça lui a été posé cette semaine justement sur ces sondages et ces mauvais sondages. Il dit en gros, moi, mauvais ou bon, je les regarde pas. Faut-il le croire? Il les regarde et des enquêtes d'opinion sont commandées, on le sait très bien, donc voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas ça, dit-il, sa boussole. Et ce qui est marrant de constater aussi dans le décryptage de cette image, c'est qu'on a beaucoup glosé sur la personnalisation
autour du chef de l'État et de la détestation d'Emmanuel Macron, de sa personnalité, de ce qu'il pouvait dégager. Là, encore une fois, preuve par l'image, il y a des selfies, il y a des poignées de main, il y a parfois des rapports rugueux. Mais mais il y a l'effet télé aussi. Il y a l'effet look, il y a l'effet télé. Et par ailleurs, sur la description de cette image, énormément de sécurité très proche du chef de l'État. Un GSPR extrêmement présent avec, je ne sais pas, alors là on ne le voit pas, mais on l'a vu tout à l'heure, des parapluies. Parce qu'il faut savoir que des jets de projectiles, que ce soit une tomate, et il en a déjà été la cible, ou un œuf, ça peut être très vite lancé et on est sur un marché. Juste, je termine sur l'inquiétude aussi au sein de l'exécutif. Il y a une réunion de directeurs de cabinet de ministres où a été ordonné de finalement reporter des déplacements qui ne seraient pas prioritaires. Parce qu'on a bien conscience, et on a vu ces derniers temps, que des déplacements ne se passaient pas bien. Et on leur a dit en gros, les gros ministres au front et peuvent y aller, les petits, les plus petits, pour des déplacements qui n'auraient pas une importance capitale, faisons ça plus tard. En tout cas, c'est l'ordre qui a été donné par Matignon. Oui, il n'y a pas que l'image, il y a un enjeu de sécurité aussi, bien sûr. Je voudrais juste signaler que le choix de Dole est vraisemblablement pas dû au hasard, puisque à la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron a réalisé près de 60% des voix, Marine Le Pen 40%. En revanche, aux législatives, ce sont les Républicains qui ont envoyé un député sur cette circonscription. Donc on le voit, c'est une circonscription qui est plutôt sur le côté de Macron. On écoute Emmanuel Macron. Vous allez dire depuis la sortie du Covid. Ouais. Oui. Depuis le Covid, ça fait quand même 5 ans que ça dure, ou 3 ans. Alors on a essayé d'aider pendant le Covid, hein. Oui. Ça vous le savez. Oui. Et après de relancer. Les périodes actuelles sont assez difficiles. On a fait les assises du commerce pour simplifier, mais je suis d'accord avec vous on va essayer de redynamiser les choses aussi. Alors ça dépend. Il y a un gros travail aussi à faire avec les élus de terrain, les maires, parce que ça dépend aussi des bassins de vie. Nous, à Dole, on est aidés. Je sais. J'avoue. Et c'est aussi tout ce qu'on a fait avec Petite Ville de demain, avec son cœur de ville, toutes ces choses-là. C'est qu'il y a un tissu urbain qui permet de redynamiser les choses. Et après, c'est tout ce qu'on a fait autour du RSI. Moi, j'avais annoncé un grand plan qu'on est en train de déployer pour les indépendants. On a quand même commencé à diminuer les charges de manière assez importante, tout en maintenant les droits. On a fait beaucoup de simplifications pour les reprises des transmissions de commerce, toutes ces choses-là. Donc le plan indépendant, il va continuer de se décliner. Il faut que je file à Pontarlier. Mais attendez, vous faites votre boulot en tout cas. Tiens, bravo. Je vais continuer, oui, un peu partout. Il faut continuer à avancer, expliquer et puis surtout travailler. Et donc, je ferai les différents chantiers. On a fait l'école, la santé, il y a des lycées professionnels qu'on fera la semaine prochaine. L'attractivité, la réindustrialisation du pays aussi la semaine prochaine et la suivante. Donc, il faut continuer les chantiers, le travail, aller au contact, expliquer, démontrer, débattre et faire. Les haltes non annoncées. Il y a des haltes non annoncées, il y a des haltes annoncées. Vous voyez que c'est quand même plus simple parce qu'il y a des gens il y a des gens pas contents, il y a des gens qui vous engueulent, mais vous pouvez parler. Et parfois vous pouvez convaincre. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir échanger. Le désaccord me plaît. Parfois vous n'arrivez pas à convaincre. Je pense qu'il y a un monsieur que j'ai pas convaincu, peut-être une dame que j'ai plus convaincue. Et puis il y a des gens qui vous disent ce qu'ils pensent. Il y a des gens qui vous disent, comme la dame là, les difficultés. Moi je vais au contact pourquoi ? Pour entendre les difficultés des Français, avoir des idées nouvelles, comprendre ce qui est, essayer de ressentir ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, et aussi pouvoir traiter des colères, mais de le faire de manière non organisée artificiellement. Et donc les déplacements qui sont objectivement pas utiles, ce sont ceux où vous y allez où tout est arrangé parce que ça se passe trop bien, et ceux où tout est arrangé parce que ça se passe trop mal. Mais est-ce qu'en jouant sur les deux tableaux, vous ne cherchez pas à cordialiser ? Je cherche à avancer pour le pays. Alors effectivement, Emmanuel Macron, on le rappelle, est attendu puisqu'il a dans son agenda une commémoration de l'abolition de l'esclavage. Pas du tout à côté de ce marché de Dole où il se trouve et où on vient de vivre en direct ces échanges avec les habitants, un petit peu plus loin où l'attendent là des manifestants équipés de casseroles, une ambiance complètement différente. On a d'ailleurs une équipe aussi sur place. Vous voyez que la gendarmerie s'est positionnée donc pour ces manifestants qui sont bloqués, Julien Arnaud, alors bien à distance du fort de Joux, où le président de la République qui quitte le marché de Dole.
se rend, c'est sa prochaine étape. Oui, c'est la prochaine étape. 80 km à peu près de distance entre Dole et le marché, le château de Joux, pardon. Oui, ça sera une autre séquence, la séquence beaucoup plus officielle prévue à l'agenda. Donc effectivement, Emmanuel Macron va plutôt arriver pour prononcer son discours en étant, on l'imagine, plutôt satisfait de ce qui vient de se passer, de ce qu'il vient d'entendre, des échanges qui ont été faits, en disant, vous voyez, c'est ce qu'il a déclaré notamment à nos confrères sur le terrain, je vais continuer à le faire. Il faut débattre, il faut échanger, discuter et puis aller piocher des idées peut-être dans les rencontres faites avec les habitants. Et effectivement, cette séquence beaucoup plus officielle, alors ça c'est ce qui se passe en dessous, en bas du château. Contrebas, puis alors loin. Loin, exactement, avec ces forces de l'ordre, ces manifestants, ces casseroles, on les entend, ces drapeaux des différentes organisations syndicales. Ça, c'est l'image dont Emmanuel Macron aujourd'hui ne veut plus. Oui, je trouve dans le propos qu'il a en s'adressant à nos confrères, il a finalement renoncé à convaincre ces manifestants et ces opposants à la réforme qui l'expriment en tout cas comme ça. Il parle d'organisation non artificielle, c'est-à-dire que pour lui ce sont des comités d'accueil politique qui s'organisent et se mettent en place quand le lieu du déplacement est connu. Et c'est le cas, c'est assumé. Et qu'il n'a absolument pas l'intention d'aller discuter avec ce type de personnes dans ce type de rassemblement. D'abord parce que la sécurité, je pense, lui interdit, et que par ailleurs, oui, renoncer à dire que, voilà, eux n'ont pas à être convaincus. Il peut peut-être essayer d'en convaincre certains ou essayer de discuter avec d'autres, mais pas avec ces organisations-là présentes sur le terrain, politisées, de gauche, des syndicats qui sont opposés depuis le début à la réforme et pour qui une discussion, en tout cas selon le président, est impossible. Et pour qui ça devient compliqué aussi. La stratégie, c'était de bloquer, d'intervenir à tous ces déplacements. En les maintenant à distance, il est en train de les mettre aussi on les voit. à l'écart. On voit quand même ces manifestants qui, eux, n'ont aucunement l'intention de parler avec le président de la République. On les voit. Il y a la stratégie assumée de l'Élysée de garder son socle et donc de parler avec des gens qui sont sur des thématiques d'ailleurs très proches de celles du président de la République. Vous le releviez, Julien. Donc il y a à la fois des échanges plutôt apaisés quand il n'y a pas de comité d'accueil, mais ces comités d'accueil, ils existent, ils sont là, ils sont empêchés d'avancer. Ce sont d'une certaine manière les deux France, l'une à laquelle le président de la République souhaite s'adresser, parce que c'est le camp des raisonnables, selon la terminologie officielle, et puis le camp des très mécontents, mais qui ne souhaitent pas parler. Le président le dit, il y a des gens pas contents.